Bonjour à tous, je suis Sylvia et je vous accueille sur Naturel, le podcast des éditions Alpen qui vous donne des conseils pour votre santé. Vous entendrez nos auteurs et spécialistes vous présenter leurs conseils et leurs astuces pour vous aider à prendre soin de vous au quotidien. Bienvenue chez Naturel. Bonjour Véronique Deschamps, bonjour Docteur Lefrançois. Alors pour vous présenter un petit peu, Véronique Deschamps, vous êtes psychothérapeute et formatrice, membre de la SFRMS, enseignante certifiée en programmation neurolinguistique, en process communication, maître praticienne en hypnose ericksonienne et formée au TCC, et vous intervenez en cohérence cardiaque. Et vous, Docteur Lefrançois, vous êtes médecin généraliste, membre de la Société française de recherche et médecine du sommeil, diplômé en acupuncture, en homéopathie, en diététique et en nutrition, maître praticien en PNL et praticien en hypnose ericksonienne. Vous avez écrit ensemble le livre « Les erreurs qui vous empêchent de dormir » aux éditions Alpen. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les problèmes de sommeil sont nombreux et pourtant dormir est une nécessité. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont peut-être les comportements qui peuvent perturber notre sommeil et puis à l'inverse, ceux qui au contraire vont favoriser le sommeil? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sommeil, c'est-à-dire normalement, puisque l'être humain est un animal diurne qui est fait pour vivre le jour et dormir la nuit, le sommeil commence le soir, mais c'est dans la journée et ce sont nos activités de la journée qui vont conditionner la qualité du sommeil. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, même si Véronique vous donnera quelques outils qu'on peut utiliser dans les minutes qui précèdent l'endormissement, il est nécessaire de gérer sa journée en pensant que le soir, on va avoir besoin de dormir. Je m'explique. Alors bien sûr, ce que je dis s'adresse aux personnes qui ont besoin d'améliorer leur sommeil, qui ont des soucis avec leur sommeil. Si des personnes n'ont aucun souci avec leur sommeil, qu'elles ne changent pas leur mode de vie actuel, bien sûr. Pour m'expliquer, ce que je veux dire dans la journée, c'est penser à supprimer ou éviter les excitants. Et qu'est-ce que j'appelle excitants ? Le café, le thé, les alcools, le tabac. C'est plus difficile de supprimer les stress de la journée et ça, Véronique vous parlera parce que ça intervient grandement sur la facilité d'endormissement et les problèmes de sommeil qui sont des réveils multiples puisque les hormones du stress sont des hormones éveillantes et anti-sommeil. Mais ça, c'est un autre aspect. Dans les comportements, pensez aussi, par exemple, à bouger tous les jours. Nous, les humains, nous sommes faits pour bouger. Le mode de vie de la société actuelle, de beaucoup d'activités professionnelles, et puis j'ajouterai le confinement ou les équivalents de confinement que nous vivons depuis pratiquement 1 an, font que nous avons eu encore moins la possibilité de bouger. Et quelles que soient nos obligations professionnelles, c'est une nécessité pas seulement pour le tour de taille ou les chiffres de glycémie, de cholestérol dans la prise de sang, c'est une nécessité de bouger tous les jours. Et le fait d'avoir bougé, alors quand je dis bouger, c'est 20, 30, 40 minutes de marche, de vélo, aller chercher son pain à pied, etc. C'est une nécessité parce que ça va induire un besoin physique de récupération et donc un endormissement plus facile. Et donc ça fait partie des comportements physiologiques de la journée qui vont avoir une influence sur l'endormissement. Chacun des exemples que je vais donner n'est pas suffisant à lui tout seul, mais chaque exemple s'ajoute. Dans les comportements à modifier, il y a aussi des comportements dans la fin de journée. Le dîner, bien sûr que de temps en temps, on peut faire un dîner, enfin en ce moment, là aussi, c'est un plaisir qu'on a oublié ou presque, mais le dîner doit être assez léger pour qu'il ne génère pas de problèmes de difficulté à digérer qui empêcherait ou en tout cas retarderait la bonne qualité de l'endormissement. Pour faire court, si vous voulez, manger ni trop alcoolisé ni trop gras le soir. Et puis surtout, laisser 1h30 à 2h entre la fin du repas du soir et l'heure du coucher. Et comme nous sommes fabriqués couche tôt ou couche tard, nous ne sommes pas tous fabriqués sur le même modèle, ça voudrait dire que le dîner ou la fin du dîner ne devrait pas être à la même heure selon qu'on soit couche tôt ou couche tard. Mais ça a une influence vraiment importante. Éviter l'alcool le soir. L'alcool, ça rend somnolent, mais ça structure les cycles du sommeil. Éviter dans la journée aussi. Alors, je vais dire ce qu'il faut éviter. Donc, l'autre face de la médaille, c'est ce qu'il faut faire à la place. Éviter dans la journée des siestes multiples.
même si ça répondra à une autre question probablement qu'on aura abordée, comment rembourser des dettes de sommeil d'une façon efficace et agréable et faisable. Et ça, la sieste peut répondre à ça. Mais une sieste, elle doit être courte, elle doit être en début d'après-midi. De toute façon, c'est une nécessité physiologique, je dirais, la sieste, si elle est limitée à moins de 20 minutes. Des siestes trop longues empêcheraient la dynamique d'endormissement du soir, tout simplement. Une autre chose, c'est que le soir, on a besoin de se détendre les neurones, le cerveau, par rapport à toutes les activités, qu'elles soient professionnelles ou relationnelles qu'on a eues dans la journée. Donc, j'ai envie de dire, ça n'est pas le moment le soir d'aller faire sa déclaration de revenus, même si c'est le moment où on va lire son courrier ou ses emails. C'est plutôt un moment à vivre, et Dieu sait qu'on en a besoin encore plus actuellement, à vivre de façon conviviale avec les gens qui vont partager l'entourage rapproché, les gens qui vont partager notre repas, que ça soit émotionnellement, psychologiquement agréable. Dans le même genre de façon de voir les choses, je dirais, il vaut mieux manger sans regarder la télé, parce que du point de vue de la digestion et du point de vue du fonctionnement de l'ensemble tête et corps, cerveau et corps, l'impact positif de l'alimentation, le fait de prendre plaisir à goûter ces aliments, va être complètement différent si on a l'esprit ailleurs, par exemple en regardant la télévision, ou à l'esprit à ce qu'on a dans son assiette et puis aux personnes qui sont autour de la table. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment important si c'est répété de façon chronique et habituelle. Et puis, si je continue les comportements en me rapprochant de l'heure du coucher, notre cerveau a besoin de rituels, le cerveau, il aime bien l'habitude. L'habitude, les habitudes répétées tranquillisent. Ce sont des modes de fonctionnement qui nous viennent de très très loin, qui sont très archaïques. Autrement dit, répéter des rituels, alors je ne dirais pas devenir maniaque au niveau des horaires, au niveau ni de la composition du dîner, ni du timing, mais néanmoins, il y a besoin d'habitude, c'est-à-dire répéter après le repas, je me détends de telle ou telle façon, je prends ma douche, etc. Répéter un certain nombre de rituels qui vont précéder le coucher et l'endormissement. Et puis, il y a quelque chose d'important aussi, les écrans, que ce soit les écrans de télévision, de smartphone, de tablette, d'ordinateur, envoient des messages au cerveau, messages qui empêchent ou en tout cas qui diminuent la sécrétion de mélatonine. Et la mélatonine est notre hormone, pour faire court, c'est plus compliqué que ça, mais disons notre hormone du sommeil. Autrement dit, si on a des soucis de sommeil ou d'endormissement, il vaut mieux éteindre les écrans 1h30 à 2 heures avant l'heure à laquelle on doit aller au lit. Alors je sais bien qu'il y a des gens, et c'est vrai d'ailleurs, qui disent « je regarde la télé, ça me change les idées, ça me détend », et dans cette mesure-là, c'est favorable au sommeil. Mais l'intensité lumineuse envoie des messages au cerveau, et ça, ce sont des lois de la physique, ça n'a rien à voir avec l'émotionnel ou l'affectif, ce sont des lois de la physique qui peuvent bloquer la sécrétion de mélatonine. Et on a découvert d'ailleurs que les lampes à LED envoyaient aussi cette lumière bleue qui bloque la mélatonine. Donc, il faut penser à ça si on a des soucis de sommeil et d'endormissement. J'ai envie de dire, au sens le plus large, ça fait partie du comportemental, du gestuel. Et puis après, du point de vue environnemental dans la chambre, il y aura à organiser aussi la température de la chambre, l'hygrométrie de la chambre, le confort du lit, de la couette, des oreillers. Enfin, ce sont des paramètres dont il faut tenir compte aussi. Et puis qu'il y ait une certaine régularité dans les heures du coucher, ou je dirais même une régularité certaine dans les heures du coucher. On peut avoir des exceptions. En ce moment, malheureusement, non, mais la vie reprendra son cours à un moment ou à un autre. Les exceptions, et c'est vraiment très bien d'aller au cinéma ou d'avoir des amis à la maison, mais par définition, une exception est exceptionnelle. Et il est nécessaire de respecter nos horloges biologiques, donc il y a un certain respect de notre heure du coucher, d'aller au lit, dans sa chambre. Et je parlais de regarder la télévision. La télévision dans la chambre, si on a des soucis de sommeil, ça n'est pas bon non plus. Donc c'est aussi un comportemental à éviter d'allumer la télé dans la chambre si on a des soucis d'endormissement.
Ça me fait penser Donc, un petit peu oui, à ce qu'on met en place pour les petits. On essaye de mettre des bonnes habitudes, on leur met des rituels justement pour les amener au coucher. En fait, faut reprendre un peu la même gymnastique pour nous adultes, avoir ces rituels qui nous permettent d'être dans un bon état d'esprit avant de se coucher, et puis veiller aussi à l'environnement comme on le ferait pour un petit en fait. oui, oui, c'est exactement ça, parce que bon, les conditions restent les mêmes, qu'on soit petit ou adulte ou plus âgé. Et ce que je veux dire, c'est que plus les années passent, plus on a des possibilités de soucis et de stress qui vont venir perturber notre Bien sûr. endormissement. Donc, que toutes les conditions sur lesquelles on peut agir, les conditions environnementales, soient là et soient efficaces. Et ça, c'est vraiment important. Chaque point est un détail en lui-même. Ça n'a pas un effet majeur, mais la juxtaposition, la superposition de tous ces points-là va avoir des effets au long cours. Alors, bien entendu, après, il peut y avoir des actions ponctuelles. Sûrement que Véronique vous en proposera des outils ponctuels pour faciliter l'endormissement. Mais déjà, je voulais placer cette espèce de décor pour la majorité de nos soirées et de nos nuitées, les exceptions étant forcément minoritaires. Alors justement, Véronique, peut-être, est-ce que il y a des astuces que vous pourriez proposer pour aider justement à favoriser vraiment l'endormissement? Alors, ça dépend à quel endroit on se situe. Parce que effectivement, comme disait Jérôme, l'idée c'est que pour bien s'endormir, ça dépend de la journée aussi. Donc en fait, effectivement, on va pas dire pour aller dormir, parce qu'on ne veut pas dormir, parce que justement, dormir, ça fait pas partie de notre volonté. Généralement, on ne sait pas à quel moment on s'est endormi. On va se réveiller le matin, ou on se réveille dans la nuit, mais c'est compliqué de savoir à un moment je dors, à un moment je dors plus. Quelque part, c'est en dehors de notre volonté, en dehors de notre contrôle. Et c'est bien ça le problème, parce que dans la vie et dans la journée, généralement, on est beaucoup dans du contrôle. Donc c'est là où on dit on est toujours en train de faire les choses et parfois d'être stressé, parce que le stress, c'est ça en fait. J'aurais besoin de revenir sur la notion de stress. Et qu'est-ce qui fait que le soir, je ne peux pas dormir parce que je suis dans un état au niveau physiologique stressé. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de mon corps, il y a toutes les hormones qui sont éveillantes, qui sont dans la vigilance et qui ont été sécrétées toute la journée. Donc c'est clair que pour aller dormir, c'est pas le moment quoi en fait. Donc on a plein de choses à faire dans la journée pour faire des points de régulation déjà. C'est-à-dire remettre son corps au repos, se remettre, voilà, on peut être stressé, il n'y a pas de souci, parce que le stress, c'est la vie. La seule chose, c'est qu'on a besoin d'apprendre à le gérer. Et donc, le gérer, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il y en a, et en même temps, je sais me remettre au repos. C'est-à-dire comme quelqu'un qui est compétitif, hein, je veux dire, quelque part, pendant sa compétition, bah, quand même, il y a beaucoup d'adrénaline dans son corps, mais après, la récupération, elle fait partie de son sport. Eh bien, nous, dans la vie, tous les jours, c'est comme si notre journée, on allait être stressé, c'est OK, mais tous les jours, on a besoin de se remettre après en termes de récupération. Donc, s'il y a des petits points de fait pendant la journée, et je vous donnerai une technique de respiration, ça permet de le faire, ça. Si bien que le soir, on a tout à récupérer avec un état qui est hyper stressé, avec des émotions qui sont dans tous les sens. Et là, c'est compliqué parce qu'on a deux axes, gérer le stress et gérer les émotions. Si on n'a rien fait pendant la journée, c'est plus difficile. Là, ça va être compliqué quand même, d'accord ? Donc, parce que notre idée, quand on va se coucher, c'est endormir la vigilance. Et ça, c'est notre ressort, de baisser le niveau général de vigilance. Mais pour le faire, il y aura besoin d'avoir déjà agi peut-être le jour. Dans la journée, des points de régulation qui aident beaucoup, on parle de cohérence cardiaque. Et la cohérence cardiaque, justement, c'est quoi ? C'est le fait de pouvoir remettre sa physiologie au mode par défaut, c'est-à-dire on est tout le temps dans des écarts et là ça permet de réajuster. Et donc pour réajuster, on peut respirer d'une certaine façon qui elle va agir sur le rythme cardiaque. Alors c'est intéressant parce que c'est compliqué de dire à son cœur donc je vais ralentir mon cœur, avec la tête je peux pas le faire, mais avec ma respiration je peux parce que ça va agir sur le nerf vagal en fait. Et le nerf vagal agit sur le cœur et le fait ralentir. Donc on appelle ça des vagues émotionnelles. Donc, les vagues émotionnelles, vous savez, on inspire et on expire et ça fait une vague. Et dans un idéal, pour arriver à une cohérence cardiaque, on en fait 6 par minute, 6 vagues par minute. Donc, entre j'inspire et j'expire. Donc, en fait, si on fait le calcul, c'est sur 5 secondes qu'on inspire et c'est sur 5 secondes qu'on expire. Et si on arrive à avoir ce rythme-là, eh bien, ça permet
d'intervenir sur toute la physiologie corporelle et de remettre son cœur à battre et à ralentir. 3 fois par jour, c'est une ordonnance. Genre matin, midi et soir, c'est formidable. Et parfois, quand on n'arrive pas à s'endormir, on peut le refaire aussi. Et ça a beaucoup de vertu de le faire en comptant dans sa tête. Le pourquoi de la chose, c'est parce que quand vous êtes en train de compter dans votre tête, du coup, vous n'êtes pas en train de penser. Et souvent, le problème, c'est le lâcher-prise mental, les difficultés. Donc, si quelque part, on est occupé à compter dans sa tête, ou bien il y a des outils qu'on peut avoir sur son smartphone ou sur une tablette, où il y a des outils cohérence cardiaque, on voit des petites bulles qui montent et qui descendent, et on cale sa respiration dessus. Ou bien c'est la mer qui avance et qui recule, et on cale sa respiration dessus. Donc là, il y a un visuel qui occupe. Mais le fait de compter, c'est pratique parce que si vous êtes, je sais pas, dans la voiture et qu'il y a un bouchon, vous pouvez le faire pendant ce temps-là. Si vous êtes en train d'attendre un appel téléphonique ou attendre à une caisse, pendant ce temps-là, vous le faites. Et ça devient une habitude de point de régulation. Alors ça, c'est excellent pour gérer le niveau général de stress. Ce qui permet le soir, effectivement, donc j'en arrive au soir. Le soir, vous l'avez dit, ce qui va être important, ce sont des rituels. Et ces rituels, encore une fois, ils sont faits ils sont utiles pour lâcher prise mentalement. C'est-à-dire que quand on fait un rituel, on le fait en étant complètement présent. Parce que parfois, les gens, ils ont des rituels, mais ils se lavent les dents, mais franchement, ils étaient dans leur tête en se lavant les dents. Donc là, c'est pas un rituel en soi. Le rituel, c'est je le fais et je suis dans la conscience de mes actes. Je suis au présent. Parce que pour aller dormir, on a besoin de se mettre au présent. Sinon, la tête, quand elle est bien occupée, elle va partir dans l'espace, elle va partir dans le temps, donc elle va partir dans le passé avec les problèmes qu'on a vécus dans la journée ou bien dans le futur avec ce qu'on craint en plus. Donc, ça s'appelle des ruminations, ça. Et souvent, on dit, mais je fais comment pour arrêter de penser ? Et en fait, c'est impossible d'arrêter de penser. Donc, l'idée, c'est pas j'arrête de penser, c'est je suis en train de vivre des sensations corporelles et je suis présent à les vivre. Et à partir de ce moment-là, ça permet effectivement de lâcher et de s'occuper à autre chose qu'à des pensées. Donc, les rituels ont cette vertu. Et c'est vrai que c'est important de faire une chronologie comportementale, une séquence qui a un ordre et dans lequel je suis très présent. Et quand on est présent, c'est simple. La présence, c'est le fait de regarder ce qu'on voit, d'écouter ce qu'on entend, de ressentir ce qu'on ressent, peut-être d'avoir l'odeur qu'on sent et peut-être un goût dans la bouche que l'on a si on a un dentifrice, par exemple. C'est simplement la présence, c'est ça. C'est être présent sensoriellement. Et toutes les techniques de relaxation, de sophrologie, d'hypnose commencent toujours par se remettre au présent dans ses propres sensations corporelles. Donc on a bien compris, les rituels sont importants. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais l'environnement dans lequel on va se coucher est important également. Est-ce que vous avez des recommandations par rapport à ça ? Oui, justement, en entendant Véronique parler de l'aspect sensoriel, finalement, c'est quand même bien utile. On l'a tout le temps sous la main, notre corps, avec nos 5 sens. Ce que je veux dire, et ça rejoint votre question sur l'environnement, je l'ai juste évoqué tout à l'heure, je détaille un peu plus. La température de la pièce dans laquelle je dors, elle doit être ni trop froide, ni trop chaude, c'est entre 15 et 19 degrés idéalement. La pièce, la chambre si vous voulez, doit avoir été aérée. Alors là, quelle que soit la saison, l'aérer grandement pour renouveler l'air. Même si j'habite en ville, c'est toujours plus pollué dedans que dehors. Il faut l'aérer grandement. Vérifier l'humidité, que ce soit pas trop sec non plus. Et puis quelque chose à laquelle je pensais avec nos 5 sens. Et là, je reviens quelques minutes avant le moment du coucher. Une douche chaude ou un bain chaud pour ceux qui ont une baignoire, à la fois c'est sûrement agréable et puis ça détend les muscles. Maintenant, il ne faut pas trop réchauffer le corps, donc je dirais qu'il y a besoin des deux, de prendre une douche chaude qui va détendre les muscles, le corps et la tête, et juste les dernières dizaines de secondes de la douche, se passer de l'eau froide sur les jambes. Alors, les personnes frileuses diront que c'est très désagréable et c'est extrêmement vivifiant et tonifiant sur le plan circulatoire, sur le plan veineux.
Ça peut éviter d'ailleurs les crampes ou un problème de la nuit qui s'appelle les impatiences dans les jambes qui réveillent trop souvent les personnes. Ça va faciliter l'endormissement. Et d'ailleurs, c'est un truc à faire aussi si on se relève la nuit et qu'on a du mal à se rendormir. D'aller dans sa douche, se mettre de l'eau froide pour les jambes. Ce que je voulais dire, c'est que c'est efficace et que c'est une porte d'entrée sensorielle et corporelle. C'est tout à fait simple et banal. On n'a même pas besoin de réfléchir. Il suffit juste de le faire. Et la plupart des gens prennent une douche le soir. En tout cas, utilisez ce moment-là pour obtenir les effets que je viens d'évoquer. Et ça, c'est à la fois du comportemental et de l'environnement. Dans l'environnement, j'ajouterais aussi vérifier la qualité de votre matelas, de votre sommier. Et normalement, ce sont des objets qui doivent être renouvelés à peu près tous les 10 ans. Même si on a l'impression que c'est encore de bonne qualité. L'épaisseur ou non de la couette, selon qu'on est plus ou moins frileux, mais il y a le poids et l'épaisseur de la couette, et puis l'épaisseur de l'oreiller, parce que on peut gêner son corps, son sommeil, en ayant des effets négatifs sur sa nuque, sur sa tête pendant le sommeil. On se rend pas compte quand on s'endort, et souvent on s'endort sur le côté. À un moment ou à un autre, on continue sa nuit allongé sur le dos. Ça aussi, ça fait partie d'un environnement important à réfléchir pour la qualité du sommeil. D'accord. Une chose aussi pour l'environnement que je voudrais ajouter, c'est simplement qu'il soit vécu comme sécurisant. Et donc sécurisant pour certaines personnes, c'est parfois laisser un tout petit peu de lumière avec le volet pas complètement fermé. Parce que ça permet de voir un peu des faisceaux de luminosité, ou bien de fermer ou pas sa porte. Il a besoin d'être vécu comme sécurisant. D'accord. Alors, charge à soi de vérifier ce qui nous sécurise en fait. Alors, on a passé la nuit. Et puis malheureusement, on manque de sommeil. Alors, on a ce qu'on appelle une dette de sommeil. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Alors, un scoop, une dette, ça se rembourse, contrairement à ce qu'on pourrait croire en étudiant la conjoncture actuelle. Et nos dettes de sommeil, nous devons les rembourser. Sauf que le mode de vie actuel, vous le savez comme moi, en moyenne, les adultes comme les enfants manquent de 1 heure à 1 heure et demie de sommeil par nuit depuis quelques années, ce qui est considérable et ce qui est lié au mode de vie actuel, ce qui est lié aux médias, les activités professionnelles, etc., les loisirs. Alors, il va bien falloir le rembourser parce que le sommeil, c'est essentiel à la vie, au confort de vie, à la longévité, à la qualité de la vie. C'est pas juste l'inconfort du lendemain d'une nuit un peu trop courte où on est fatigué, où on n'a pas les idées très claires. C'est au moyen et au long cours aussi que c'est très important d'avoir un sommeil efficace. Donc, concrètement, comment rembourser une dette de sommeil? Ça n'est pas en faisant une grasse matinée le week-end. Si vous avez envie parce que vous aimez bien être sous la couette ou parce que c'est agréable avec son ou sa partenaire de faire une grasse matinée le dimanche, bien sûr, mais ça c'est un côté plus émotionnel. Du point de vue du sommeil, des besoins de sommeil et des besoins de récupération, alors le corps a inventé quelque chose d'assez génial, c'est la sieste. La sieste est le meilleur moyen de rembourser une dette de sommeil. Comment on fait la sieste? Il y a des gens qui spontanément savent très bien faire la sieste. Ceux qui ne savent pas aussi bien, ben ça s'apprend. Et Véronique pourra vous redonner un outil qui se trouve dans notre livre. Et il y a des outils, je vais dire, pour s'auto-induire une sieste flash, ce que savent très bien faire les marins, pas seulement ceux du Vendée Globe, ce que savent bien faire les chauffeurs routiers, les professionnels de la route qui font des siestes parking. Et en fait, faudrait s'autoriser à faire ça à son bureau ou dans sa voiture qui est garée dans le parking de l'entreprise ou ailleurs. C'est juste après le repas de midi et ça n'est pas lié à la quantité d'aliments qu'on a absorbés. C'est un besoin physiologique par rapport à nos horloges cérébrales. On a une petite baisse de vigilance qui est physiologique dans la tranche 13h-15h. Trouver un endroit où on ne va pas être dérangé, où on est quand même relativement en sécurité de ce point de vue-là, plutôt sans bruit. Ça n'est pas forcément allongé, ça peut être assis, la tête posée sur ses avant-bras, sur son bureau, par exemple, ou dans un fauteuil relax, c'est encore mieux. Et la sieste, qui n'est pas forcément non plus un sommeil profond, ça peut être n'importe quelle phase de sommeil, entre léger, superficiel
elle et un endormissement avec des rêves, il est nécessaire qu'elle soit limitée. Si utilisez votre téléphone mobile, par exemple, pour le programmer à sonner, à vous réveiller 15 à 20 minutes après le moment où vous avez commencé cette sieste, chez les gens qui ont l'habitude, ça se passe spontanément, je veux dire le réveil. Chez les autres personnes, c'est une habitude qui s'acquiert progressivement. Une sieste récupératrice, c'est absolument fantastique parce qu'on se réveille frais et dispo, on a les idées claires, on est physiquement en forme, on est émotionnellement en forme, on est intellectuellement en forme. Et pourtant, il ne s'est pas passé même pas un cycle complet de sommeil, même pas une nuit complète. Et quand on a une dette de sommeil à rembourser, disons schématiquement qu'une sieste d'un quart d'heure faite régulièrement rembourse le cycle de retard. Alors, je ne suis pas en train de conseiller à tout le monde continuez d'amputer vos nuits, ça serait mieux d'avoir des nuits correctes en durée et en qualité. Mais on doit faire avec les impératifs de la vie actuelle, je vais dire. Et puis, on peut avoir les uns et les autres des obligations professionnelles exceptionnelles ou autres. Et donc, tout ce qui peut créer une dette de sommeil, comment la rembourser, voilà. Et quand il y a une dette vraiment très lourde, très importante à rembourser, à ce moment-là, on ne fait pas une seule sieste dans la journée à l'horaire que je viens de vous indiquer, mais on en fait plusieurs et notre corps nous envoie des signaux de fatigue. À un moment ou à un autre, on a un petit coup de barre. Il faut valider les signaux que le corps envoie et c'est le meilleur moment pour faire une sieste flash de 5 ou 10 minutes qui va donner une récupération pour plusieurs heures. Très bien. Donc, voilà schématiquement. Mais en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. On a bien compris qu'il était vraiment important d'avoir des rituels avant de se coucher, qu'il était important d'être dans un bon environnement et que même si on avait parfois une dette de sommeil, on pouvait la récupérer grâce à une sieste qui par contre doit être limitée dans le temps. Tous ces conseils, on peut les retrouver bien évidemment dans votre livre que vous avez écrit, dont je rappelle le titre, qui est « Les erreurs qui vous empêchent de dormir » et qui est paru aux éditions Alpen. Un grand merci Véronique Deschamps, merci Dr Lefrançois pour tous ces conseils. Merci à vous et puis au plaisir d'une prochaine rencontre autour des mêmes thématiques ou d'autres.